Second invité, Cécile Houry, bonjour. Vous êtes directrice de recherche FNRS à Liège en cardiologie et selon mes informations, depuis l'école primaire jusqu'au postdoc, vous avez toujours été la première, partout, avec les plus grandes distinctions. Ça, c'est l'autoroute rêvée pour être chercheuse. Je ne sais pas si c'est l'autoroute rêvée, mais en tout cas, voilà. Je suis chercheuse et vraiment fière de l'être. Et aucun regret de cette magnifique carrière. Alors, en préparant l'émission, on a dit, moi, tout s'est fait par des rencontres. Oui, en fait... Votre carrière, oui, c'est là, des rencontres, des imprévus. Des rencontres, et effectivement, on construit sa carrière généralement sur base de rencontres formidables. Mais aussi des scènes un peu de cinéma. Vous êtes avec quelqu'un, il y a un coup de fil, et on cherche une chercheuse, et paf, vous dites, mais oui, c'est moi. Voilà, exactement. On peut parler d'opportunité. Oui. Ouais. Alors, vous passez aussi 6 ans à la KUL, et c'est là que naît la passion, on peut bien le dire, pour les thromboses, hémostases et les plaquettes. Alors, ces plaquettes ont un double visage, puisque d'un côté, elles colmatent les brèches des vaisseaux, et d'un autre côté, elles peuvent les boucher. Exactement. Je résume, hein. Exactement, vous avez très bien résumé ça, monsieur Brébos. En fait, les plaquettes, c'est ça. D'une part, elles sont essentielles à l'hémostase, donc pour empêcher les saignements lors d'une lésion vasculaire, mais elles contribuent aussi au phénomène thrombotique. Donc, ils sont responsables des infarctus du myocarde, des AVC, mais non seulement ça, aussi des complications associées aux dispositifs médicaux en contact avec le sang. Elles bouchent les cathéters, elles provoquent des complications thrombotiques sur les prothèses de valves. Donc en fait, les plaquettes, ce sont des petites cellules très nombreuses dans le sang, qui circulent dans le sang, mais qui sont extrêmement intéressantes. Elles ont des multiples fonctions. Et au fond, l'ADN de votre recherche, c'est comprendre les mécanismes qui conduisent à ces caillots, si je résume. Hein. Ah, c'est très bien résumé. Donc comprendre comment la plaquette fonctionne. Est-ce que c'est une population homogène dans le sang, une population hétérogène? Comment elle contribue, quand il y a un défaut, à des problèmes hémorragiques? Et à l'inverse, quand elles sont trop actives, à ces complications thrombotiques. Donc tout ça, effectivement, est un pan de recherche qui m'a intéressée maintenant depuis plus de 20 ans. Alors, ma question, est-ce que vous avez tout compris, ou presque tout compris? Alors, on ne comprend pas tout. Ça, c'est clair, on ne comprend pas tout. Mais qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui qui est capital, puisque on doit quand même le dire, vous êtes vraiment une experte internationale dans le domaine. Donc l'objectif, c'est réellement de comprendre comment les plaquettes fonctionnent, comment on peut les inhiber tout en évitant les problèmes hémorragiques et en même temps prévenir ces complications thrombotiques. Donc l'objectif de ma recherche, on ne va pas dire que c'est uniquement ça. L'objectif de ma recherche, c'est aussi d'étudier l'interaction des plaquettes avec d'autres cellules du sang, par exemple les neutrophiles, puisque dans les conditions inflammatoires ou thrombo-inflammatoires, les plaquettes interagissent avec les neutrophiles, les monocytes, pour justement conduire à cette formation de caillots. Mais aussi, il y a un autre aspect de recherche très important, c'est que les plaquettes aussi interagissent avec les bactéries. Donc, c'est un aspect de notre travail aussi, c'est d'étudier comment les plaquettes interagissent avec les bactéries, comment les caillots favorisent les infections, ou à l'inverse, les préviennent. Donc, tout ça, en fait, c'est un aspect que nous étudions aussi. Et nous avons même découvert qu'un médicament antiplaquettaire, le ticagrelor, a des propriétés antibactériennes uniques. Et vous avez, paraît-il, modifié une molécule pour que le médicament soit efficace? Voilà, on peut même modifier la molécule du ticagrelor pour synthétiser des nouvelles petites molécules qui sont des candidats antibiotiques potentiels. Et ça, on en a besoin, des nouveaux antibiotiques. Et ça, on en a besoin exactement à cause de ces problèmes de résistance antimicrobienne, problème mondial. Donc, le fait de découvrir des médicaments qui restent actifs contre les bactéries les plus résistantes, type les staphylocoques dorés résistants à la méticilline, les entérocoques résistants à la vancomycine, c'est vraiment crucial. Donc on voit que dans votre recherche, c'est extrêmement large
et vous arrivez à des résultats concrets. La preuve, et là je pense que vous êtes d'une grande originalité, c'est que vous êtes devenu la CEO pendant 2 ans d'une start-up qui justement allait mettre médicaments, le Fox aussi, le polymère innovant, etc. Et le FNRS vous a détaché pendant 2 ans pour lancer cette start-up dans votre université. C'est rare ça, non? Exactement, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce qu'un scientifique peut devenir un entrepreneur? Voilà. Ma réponse, c'est oui. La réponse est oui. Ma réponse est oui. Et surtout dans les étapes précoces de développement des startups. Puisqu'en effet, les scientifiques sont les personnes qui connaissent le mieux leur technologie et qui sont le mieux à même à vendre la technologie à l'extérieur. Oui. Donc vous avez été businesswoman, si j'ose dire. En effet, ça faisait partie du nouveau challenge. Je me suis dit, après 30 ans de recherche fondamentale, Oui. pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, je n'étais pas seule. J'ai lancé la société avec mon collègue cardiologue Patricio Lancelotti, chef de service au CHU de Liège. Je me suis aussi fait entourer d'experts en business, bien sûr, et avec toute l'équipe de scientifiques qui finalement avaient développé le produit au laboratoire. C'est le polymère innovant, le fameux Fox. Non. Ça ne fait pas partie. Vous avez tellement de choses sur le chantier. Exactement, non. Le Fox, qui est effectivement un nouveau biomatériau qui peut avoir des propriétés très intéressantes, parce qu'il est moins thrombotique que les autres matériaux utilisés actuellement pour produire les dispositifs médicaux. Mais ce n'est pas ce que nous développons au niveau de la start-up. Au niveau de la start-up, qui s'appelle CM4Cure, en fait, on développe un revêtement pour les dispositifs médicaux pour prévenir les complications associées à leur utilisation. Et 2 complications majeures, ce sont à la fois les complications thrombotiques quand le dispositif médical est en contact avec le sang et les complications infectieuses. Donc la surface du dispositif est colonisée par des bactéries, notamment ce fameux staphylocoque doré, qui est une bactérie des plus virulentes qui existent. Et alors ça provoque la formation de biofilms très difficiles à traiter et dans les cas les plus sévères, ça conduit à des infections du sang. Et donc, vous êtes en train d'inventer un cathéter révolutionnaire. Voilà, par exemple, les cathéters, c'est le dispositif médical en contact avec le sang le plus utilisé au monde, dans tous les hôpitaux. Donc, le fait d'avoir ce fameux revêtement pourrait effectivement révolutionner le monde des cathéters veineux, artériels. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous faites le pont entre votre recherche purement fondamentale depuis des années et des applications les plus concrètes, avec en plus un business plan pour votre université. Parce que j'imagine que vous déposez des brevets. Oui, tout ça, bien sûr. Vous êtes une femme d'affaires. Bien sûr, tout ça est couvert par des brevets qui appartenaient auparavant à l'Université de Liège et pour lesquels la société a obtenu des accords de licence. Donc oui, effectivement, notre technologie est couverte par de très nombreux brevets qui sont acceptés maintenant dans le monde. Beaucoup de nouveautés dans le domaine de la recherche, dans le domaine médical. Un Nobel, un beau jour pour vous et votre équipe? Pour l'équipe, je dirais oui. Pour moi, ça m'intéresse moins. Je suis quelqu'un d'assez humble, on va dire, et ce n'est pas ça que je vise nécessairement. Moi, ma priorité et réellement mon rêve, ce serait de voir notre technologie qui soit mise à la disposition des patients pour améliorer finalement leurs conditions lorsqu'ils sont hospitalisés. Par exemple, prenez un patient qui a un cancer. Il doit parfois recevoir une chimiothérapie via des cathéters centraux. Si ce cathéter se bouche, si ce cathéter s'infecte, le pauvre patient qui est déjà dans une condition, on va dire, terrible, doit faire face au cancer. S'il, en plus de cela, a d'autres complications qui surviennent, voilà, moi, je voudrais... si je peux au moins éviter ce genre de problème, je pense que j'aurais réussi ma carrière de chercheur et d'entrepreneur. Cécile Loury, votre façon de travailler demande beaucoup, avec tout ce que vous faites et avez-vous fait, ça demande beaucoup de sacrifices dans une vie? Effectivement, on peut dire que ça a demandé beaucoup de sacrifices, mais quand on est passionné, je pense qu'on considère
plutôt ça comme un loisir que de sacrifice. Ça ne doit pas être facile, une vie de famille, quand on a un boulot pareil et un appétit de faire, de découvrir. Voilà, ça c'est peut-être un message à toutes les mamans chercheuses. Effectivement, c'est toujours possible de gérer. C'est sûr que quand les enfants sont plus jeunes, il y a toujours des moments où ils se disent on aimerait peut-être que notre maman soit un petit peu plus souvent à la maison, ou un petit peu plus souvent disponible, moins souvent à l'étranger, etc. Mais en fin de compte, je crois que quand les enfants deviennent grands, ils remarquent et ils se rendent compte finalement que tout cet investissement, ça a servi à quelque chose. Et actuellement, mes enfants ont 25 ans et 30 ans et ils sont très admiratifs de tout ce que j'ai accompli. Et personne, aucun membre de ma famille ne regrette ce que nous avons fait et éventuellement les sacrifices qui ont pu avoir été faits. Chercheuse jour et nuit? Oui, on y pense tout le temps. C'est clair. On se réveille la nuit et tiens, on a une idée. On se lève très tôt le matin, on va coucher très tard. Donc c'est vrai que j'ai passé des soirées vraiment très longues parfois, parce que j'avais une idée, parce que je devais terminer la rédaction d'un article, parce qu'on devait terminer la rédaction d'une demande de financement. Donc oui, jour et nuit, effectivement. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. Vous pourrez revoir toutes ces interviews sur les sites de La Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir. Bonne semaine, à mercredi prochain.